La Nièvre numérique, magazine présenté par Olivier Roland. Je reçois M. Pierre Bareil, directeur de Nièvre numérique, comme à chaque émission, et également M. Frédéric Durville, au titre du canal du Nivernais, car le sujet aujourd'hui, ça sera le numérique, mais le canal du Nivernais aussi, le mélange des deux, le tourisme autour du canal du Nivernais, ce que le numérique apporte à tout ça, pour que nos auditeurs mesurent bien le progrès qu'on a pu faire sur le canal du Nivernais, grâce au numérique, pas uniquement bien sûr, mais grâce au numérique aussi. Alors, M. Durville, est-ce qu'on pourrait situer d'abord le canal du Nivernais par son importance, sa fréquentation, enfin qu'on ait le tableau, qu'on brosse un tableau de ce qu'il est aujourd'hui? Alors, une petite présentation. Et qui n'est peut-être pas uniquement Nivernais d'ailleurs, vous m'avez tout à fait. fait cette remarque. C'est une remarque importante à faire au préalable. Nous sommes sur un bassin touristique et cet outil, cet axe structurant va de Decisse-Saint-Léger à Auxerre, donc sur 2 départements dans la même région. Combien de kilomètres? 180 km. 180. Un peu plus dans la Nièvre que dans l'Yonne. Tout à fait. On est sur une répartition 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers sur la partie nivernaise. Donc l'idée est bien de se dire, aujourd'hui je suis sur une logique de bassin touristique, donc quand je parlerai à partir de maintenant du canal du Nivernais, on est bien sur l'axe dans son intégralité. On phagocyte un peu l'Yonne dans le cas d'espèce. On appelle ça le canal du Nivernais. Voilà, tout à fait. D'accord. C'est un bassin touristique un peu saisonnier. Alors, on est sur une saison qui va... la navigation est ouverte de mi-mars en général à mi-novembre, avec, en dehors de cette période, une période de chômage qui est dédiée, je dirais, à l'entretien de l'infrastructure, qui nécessite... on est bien sur un canal, donc la question de la ressource en eau, on sera amené aussi à en parler tout à l'heure, est quelque chose d'important. Donc, dès lors que des fuites peuvent apparaître sur certains ouvrages, ils doivent être traités pour garantir, je dirais, la navigation la saison d'après. Tous les ans, il y a des travaux à faire. Tous les ans, il y a des programmes qui sont conventionnés, je dirais, entre le Voies navigables de France, le Conseil régional de Bourgogne et le Conseil général de la Nièvre, pour avoir un programme d'entretien et qui garantisse, je dirais, la fiabilité de l'infrastructure. Donc de mi-novembre à mars, c'est là où on fait le travail. Voilà, c'est là où, enfin, on le travaille. L'entretien. L'entretien. Oui, oui. Ouais, non, c'est important. Donc on voit bien le décor géographique de la période. Et alors les clients, Il est important de rappeler, c'est une véritable pépite pour la Nièvre. Nous sommes quand même le deuxième canal de France en termes de fréquentation derrière le canal du Midi. C'est important. Je pense que beaucoup de personnes ne le savent pas. Nous sommes vraiment un canal très fréquenté pour une voie d'eau nationale. On est sur en moyenne 2000 bateaux par saison. Et vous m'avez dit 2000 bateaux loués. Loués. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont leur propre bateau. Il y a des gens privés qui ont leur bateau et qui... Et là, il y en a quand même un petit paquet aussi. Oui, on est aussi sur... alors, c'est plus dur à chiffrer parce que nous, on ne les compte pas directement, mais on est à peu près sur, on va dire 1500 bateaux par saison. Donc ça fait 3500 bateaux par saison. Voilà, c'est ça. Qui circulent à peu près en moyenne une semaine. On est sur des séjours moyens d'une semaine, avec des offres aussi complémentaires qui ont été développées par des sociétés locales sur 2-3 jours le week-end ou plus, je dirais, à la demande. Beaucoup d'étrangers. Alors on est sur 75% de l'allocation sur des clientèles étrangères. Qui viennent découvrir l'Europe et la Bourgogne, je dirais, et quand ils sont sur le canal du Nivernais, la différenciation Yonne-Nièvre, pour eux, ça les fait rire. Ça les fait sourire, on est bien d'accord. Bon, écoutez, c'est d'histoire ancienne, déjà, c'est des départements, si j'ai bien compris, ça va l'être bientôt. Et alors, la tranche d'âge, c'est pas des gamins de 20 ans, c'est pas des gens de 90 ans, Non, on est sur la catégorie 45-65. 45, voilà. Avec des enfants en bas âge, c'est un petit peu compliqué quand même, parce que l'outil est... Expliquer qu'à bas âge c'est compliqué, qu'ils sont ados c'est compliqué aussi, donc finalement c'est entre amis plutôt. Il y a beaucoup entre amis, c'est vrai que c'est beaucoup de couples qui viennent séjourner, on est à 2 ou 3 couples, et ou après, quand les enfants sont un petit peu plus grands, on n'a encore pas parlé de l'usage vélo qui se développe beaucoup, on voit beaucoup de bateaux et des enfants qui sortent de l'adolescence avec les vélos et qui suivent, je dirais, les parents ou les oncles et tantes ou les grands-parents à côté d'eux. Donc il y a des choses qui sont intéressantes sur cet usage aussi général du bassin. Alors pour compléter l'approche économique, enfin touristique, mais économique aussi, donc 3500 bateaux finalement avec le privé et les locations.
vous m'aviez dit 4 personnes, 0,7 en moyenne par bateau ? C'est ça. Sur la location, c'est le chiffre, avec un panier moyen, je dirais, de 68 € par jour, par personne. Sur le vélo, pardon. Et sur le bateau, Oui, on est sur 25 €. Oui. La structure d'hébergement étant Dans le bateau, sur le bateau. sur le bateau. Oui. Donc c'est, voilà, c'est toute la l'hôtellerie, différence. oui, c'est l'hébergement qui fait la différence. C'est ça, voilà, tout à fait. Alors donc on voit bien les choses maintenant au niveau du bateau. Donc vous évoquiez le vélo qui sort du bateau, mais il y a d'autres vélos aussi. Oui, Parce alors... que le chemin de halage, il est quand même pas mal. Alors, il est, alors ça, c'est vraiment sous l'impulsion des deux conseils généraux de la Nièvre et de Lyon, où je dirais aujourd'hui, sur les 180 km de chemin de halage, on est sur 160 km en site propre, c'est-à-dire uniquement réservé au service et au vélo. C'est vraiment un itinéraire sécurisé et c'est vraiment ce qui est recherché par cette clientèle. Et on est en capacité aussi de chiffrer le nombre de passages, car des éco-compteurs ont été installés par le Conseil général quand ils ont réalisé les travaux. Par exemple, quand on est à Armes, à côté de Clamecy, on est sur des passages entre 17 et 18 000 passages. Alors bien sûr, vous me direz, on ne différencie pas... je dirais un habitant clamsicois ou d'un touriste, mais ça nous donne vraiment une bonne indication de fréquentation de l'outil. Et les gens qui sont à vélo, on ne sait pas s'ils restent qu'à une semaine comme ceux qui sont à bateau. Les notions de durée sont peut-être moins connues. C'est un peu moins connu. On est souvent sur des grands itinéraires. On a aussi parlé tout à l'heure de la connexion qui est effective maintenant entre Nevers et Decize, qui relie, je dirais, la véloroute du canal du Nivernais à l'Eurovélo 6, le Nantes-Budapest, donc 8000 km. On se dit aussi qu'on est en capacité après de proposer des boucles intéressantes sur des gens. Quand ils font le Nantes-Budapest, ils sont partis sur plus d'une semaine, parce que bien sûr, sur d'autres distances. Mais vous voyez, même les coureurs qui quelquefois se dopent un petit peu, je sais pas, ils feraient pas tout ça quand même. Budapest. On est sur de la connexion avec des grands itinéraires. On parle de la Loire à vélo, qui est quelque chose de très structuré. Et donc, je dirais qu'il y a un enjeu intéressant de connexion pour permettre, je dirais, d'autres voies à découvrir. Vous écoutez RCF Nièvre, la suite du magazine La Nièvre numérique, présenté par Olivier Roland. Donc je reçois M. Pierre Bareil, directeur de Nièvre numérique, et M. Frédéric Durville, directeur du syndicat mixte d'équipement touristique du canal du Nivernais. M. Durville, vous nous avez bien expliqué le cadre touristique du canal du Nivernais, on a bien compris. Maintenant, il faut qu'on comprenne bien qu'est-ce que le numérique apporte, est-ce que ça a transformé des choses, est-ce que ça aide, et qu'est-ce qu'on fait au niveau numérique autour du canal du Nivernais. Alors aujourd'hui, si on est en bateau ou en vélo et qu'on a besoin d'avoir de l'information, comment on fait ? On a son téléphone, mais il y a peut-être d'autres moyens. Alors, il faut rappeler peut-être la démarche, le début de la démarche. En 2009, on fait le constat que beaucoup de clients nous disent « mais il est magnifique votre canal, on a passé des moments fabuleux, mais il n'y a rien ». Alors, ça nous surprend toujours un petit peu parce que déjà c'est un peu brutal parce qu'on sait qu'il y a des choses et donc on part du constat, on se dit attendez, il faut qu'on soit en capacité de bien leur ramener l'information qui certes n'est pas sur les berges du canal mais qui se situe parfois c'est pas loin, très proche. Donc voilà le constat et Pierre va pouvoir, je dirais, compléter à partir de ce constat comment on s'est mis en ordre de marche collective pour répondre à ces attentes. Voilà. En fait, la première approche qui a été faite vis-à-vis de l'information aux usagers s'appuyait sur le fait de dire il y a un développement des usages qui est tout bête, c'est celui des appareils de téléphonie mobile, on se connecte en 3G à Internet et on va recevoir l'information. Voilà, donc ça c'était vraiment j'allais dire la démarche qui semblait naturelle à tout le monde. Sauf que très tôt, quand on a commencé à examiner cette problématique, c'était de dire oui, la connexion déjà est primordiale pour que l'information soit diffusée. Et il y a deux sujets. Le premier, c'est que se connecter par un service de téléphonie mobile 3G le long du canal, c'est plutôt quelque chose de rare, à part dans une ou deux villes importantes. Oui, il faut que ça fonctionne bien. Voilà, il faut que ça fonctionne bien. Et le deuxième sujet, c'était de dire, mais en plus, on a une clientèle qui est plutôt très européenne et dont le premier réflexe, et celui que l'on a quand on va à l'étranger, c'est de couper justement cet accès à Internet pour des raisons de coût notamment.
Donc c'est de dire, dans les deux cas, c'est un échec, puisqu'on ne peut pas utiliser ce vecteur comme communication. Donc on a choisi une autre technologie qui était plus neutre, plus ouverte et mise en plus gratuitement à la disposition de l'usager, qui est le Wi-Fi. Donc c'est-à-dire, voilà, le relais technique, en tout cas, que l'on peut déployer sur les haltes nautiques tout le long du canal du Nivernais, c'est peut-être d'offrir une couverture en haut débit, via le Wi-Fi, et quelque chose qui doit répondre en fait aux attentes des usagers. Donc ça répond à 2 services. Donc le premier, effectivement, c'était la diffusion de cette information. Le second, c'était aussi les usagers qui souhaitaient pouvoir se connecter quand, ils faisaient étape. Donc voilà, on répond déjà à ces deux sujets. Ensuite, quand on a eu la réflexion en discussion avec Frédéric, c'était de dire, oui, mais le contenu aux usagers, c'est quoi et c'est comment ? Donc c'est quoi ? Là, on s'est tourné vers nos collègues de l'Agence de développement du tourisme de la Nièvre, et on leur dit, voilà, c'est quoi l'information qu'on peut délivrer à nos usagers ? Donc eux, ces informations, effectivement, ils ont une base de données, et ils nous disent, nous, on a toutes les données dans une base, régulièrement mise à jour, donc ça ne pose pas de problème. Donc on a puisé dans cette base. Ensuite, il y a eu quand même cette étape de dire, c'est ce qu'expliquait Frédéric dès le départ, le canal du Nivernais, même s'il s'appelle canal du Nivernais, malgré tout, il y a un tronçon qui est dans Lyon. Donc on a contacté l'Agence de développement du tourisme de Lyon. Et là également, on leur a dit, écoutez, voilà notre projet. Est-ce que vous pouvez nous faire part de vos données concernant le canal du Nivernais, mais sur votre territoire ? Et on a agrégé en fait les données, voilà, Lyon et Nièvre. Donc ça faisait la base de notre contenu à diffuser. Ensuite, il y a eu cette réflexion de dire, mais tous nos usagers ne sont pas équipés de smartphones, de tablettes, etc. Il faut que l'on puisse proposer une alternative, et donc ça a été de mettre en place des bornes multimédia. Donc, dans toutes les haltes importantes et qui sont générales au milieu d'un bourg, on a installé des bornes multimédia, ce qui permet, en fait, quand on pointe du doigt sur les écrans tactiles, d'avoir accès à tout l'environnement, donc Internet, de ce contenu d'information. Alors, on y trouve donc concrètement... Alors concrètement, c'est quand je suis en itinérance, où puis-je trouver une boulangerie, un restaurant, où dormir, et parfois des demandes un peu plus surprenantes, un médecin, parce que oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. D'autres. Le chien est malade. Le chien est malade. On va l'emmener plutôt chez le vétérinaire. Mais vous voyez, ce sont des types de services qui vont au-delà uniquement de la structure d'hébergement et de restauration. On est vraiment sur une notion de service. Et c'était vraiment là où toute la base de données devait être organisée et travaillée. Donc il y a eu tout un travail qui a été initié, et comme le précisait bien Pierre, on est vraiment un travail partenarial aussi avec l'Agence de développement touristique de Lyon, en lien, et c'est là aussi où on a pu le travailler dans un programme européen, en lien avec Bourgogne Tourisme, parce qu'on se dit aussi, on n'en a encore pas beaucoup parlé, on est auto-centré sur le canal du Nivernais, mais un canal a besoin aussi d'avoir d'autres voies d'eau, des connexions, dans une logique de fidélisation aussi, et vraiment cet échelon régional était vraiment important à avoir, dans le partenariat, pour permettre après une déclinaison sur les autres voies d'eau bourguignonnes, et de permettre ainsi de fidéliser, spécifiquement sur des services qui soient cohérents à l'échelle de la région Bourgogne, quoi. C'est vrai que tout le monde traverse le canal, pas forcément uniquement pour le canal. On dit qu'il y a beaucoup d'Anglais qui traversent la France pour aller dans le Midi. Tout à fait. Et en traversant la France pour aller dans le Midi, en prenant le chemin le plus court, ils prennent le canal du Nivernais. Voilà. Ou parfois ils font même un crochet. Enfin, il y a des gens. Enfin, c'est vrai que c'est. Peut faire un coup. Parce qu'ils aiment aussi, mais. Voilà. Mais je crois que c'est à peu près le chemin. Mais c'est le chemin. Mais après, sur d'autres voies d'eau, ils se déplacent vraiment pas que en direction du Midi. Mais les connexions, c'est important. C'est très très important. Alors ces bornes, elles servent aussi bien au vélo, bien sûr, qu'aux gens qui sont à bateau. Et qui sont à pied aussi, qui se promènent aussi. Parce que l'hébergement, finalement, qui sont indiqués dans les bornes pour le bateau, c'est pas tout à fait la première priorité, c'est surtout quand on est en vélo, peut-être que c'est important. C'est ça, tout à fait. Ou quand on est en randonnée. Ou en randonnée, parce qu'il peut y avoir des marcheurs aussi. Ça se développe aussi. Alors, c'est vrai qu'on est sur un espace préservé, et je ne vous cache pas que c'est très agréable. Il y a des gens qui aiment randonner dès lors qu'ils voient des bateaux. Un canal, c'est vrai que s'il n'y avait plus de bateaux, on aurait un petit peu... Ça aurait un problème de sens, mais concrètement, ça
ça crée un univers intéressant et qui est de plus en plus demandé pour des marcheurs. Alors on n'est pas sur des randonnées de 100 km, mais sur des je dirais plus de la balade parfois. Mais c'est vraiment aussi un autre usage qui se développe. Alors pour revenir un peu sur le numérique, vous m'évoquiez des développements ultérieurs probablement à venir. C'est très simple, avec des cartes de paiement pour des choses qui finalement aujourd'hui sont compliquées parce que c'est pas toujours. Vous me parliez de l'eau, de l'électricité. Alors c'est vrai que parce que dans un bateau il faut tout ça quand même. Il faut tout ça dans un bateau. Il n'y a pas que du whisky dans un bateau. Non, pas que. Donc il faut vraiment être en capacité. Aujourd'hui on a un constat, et ça c'est il y a autant de modes de distribution que de lieux de distribution. C'est-à-dire que sur certains coins. Certaines communes ont fait le choix de ne pas faire payer l'électricité et l'eau aux usagers. D'autres, ce sont des loueurs qui permettent l'accès à ces bornes de ravitaillement quelque part. Et donc là, il y a une facturation. Donc l'idée, c'est vrai que comment sommes-nous en capacité demain d'avoir un service uniformisé sur ce bassin où dès lors que je prends possession du bateau, je pourrais avoir une carte magnétique qui me permette d'acheter au préalable 5 mètres cubes d'eau et puis je ne sais combien de kilowatts. Vous dites 5 mètres cubes parce que c'est la consommation moyenne d'une semaine. Oui, en gros c'est ça. En gros c'est ça quoi. Hein, et c'est de se dire, chemin faisant, je passe devant une borne avec ma carte prépayée, je la passe devant, elle détecte et puis elle débite du compte la quantité prélevée quoi. Donc c'est vrai que c'est aussi un outil qui nous permettrait. Parce que vous me disiez que là, effectivement les prix étaient très variables entre la gratuité et puis ensuite des prix variables. Et des prix variables quoi. Voilà. Oui, c'est donc c'est vrai que y compris pour l'EDF. Je vous cache pas que l'Australien il comprend pas, oui. Qu'est-ce qui se passe quoi. Bon voilà. Après vous savez les choses se savent. Enfin ça se partage très très vite et les lieux plus gratuits sont bien identifiés sur le Canada. Vous aviez parlé tout à l'heure de quelque chose, un mot très très bizarre. En parlant de l'Europe dans le numérique, vous avez dit hackathon. Oui. Non, je parlais de l'hackathon, c'est parce que, voilà, pour revenir un petit peu juste sur la problématique numérique, le fait de connecter les halles. Donc ça, c'était très important, on l'a compris. De l'usager, quand il s'identifie sur le tracé, ça veut dire que finalement, voilà, tout le long du linéaire, il est bien identifié et reconnu à chaque fois qu'il se connecte. Donc c'est quelque chose de très simple. Ensuite, donc, il y a une véritable évolution que l'on peut faire en termes d'offres de services et d'uniformisation. On parlait de la carte sans contact. On peut imaginer que ce soit le terminal, puisque les terminaux de demain, enfin même ceux qui sont commercialisés maintenant, sont également en technologie. Enfin, ce qu'on appelle sans contact, c'est le fait d'approcher simplement la carte ou d'approcher le smartphone d'un terminal, et c'est ça qui déclenche le paiement ou l'ouverture d'une porte, enfin voilà. Et donc oui, je parlais de l'hackathon, c'est parce que pour l'instant, dans l'environnement des bornes, on a accès à un environnement qu'on qualifie, nous, site internet en fait. Voilà, c'est celui-là. Et l'objet de cet hackathon, c'est de faire du développement, alors j'allais dire intense, puisqu'en fait, là, on va réunir des équipes de jeunes développeurs et on va les faire travailler sur une mise en forme, en fait, d'une application, mais qui sera directement destinée au smartphone, au téléphone portable. Donc voilà, quelque chose de plus intuitif, avec une configuration plus sympathique, j'allais dire, à l'usage, avec un smartphone et une tablette. Ça sera un concours, en quelque sorte. C'est une épreuve. Je veux pas dire, c'est presque une épreuve sportive, puisque c'est sur 36 heures, hein, c'est le 19 et 20 juin. Donc oui, il y a un cadre, c'est très limité dans le temps. Voilà, c'est limité, c'est-à-dire qu'en 36 heures, on demande à des équipes de développeurs. Alors les développeurs, c'est quoi ? Mais ils seront dans l'Europe entière ? Ils seront comment ? Non, ils seront à l'iLab de Nevers. Ah, d'accord. Là, c'est un événement qu'on organise dans la Nièvre, à l'iLab de Nevers. Ah, d'accord. Donc on accueille ces équipes et on leur dit voilà, en 36 heures, donc on leur donne un petit peu l'environnement, on leur donne la structuration des données, c'est-à-dire les données qu'on veut actuellement, et on leur dit voilà, faites-nous une proposition ensuite de développement d'un site que l'on pourra utiliser avec son mobile, qui soit intuitif, qui soit interconnecté, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que on avait évoqué aussi dans nos conversations précédentes les carnets de voyage, c'est de dire voilà, que facilement je puisse mettre sur ma page Facebook par exemple ou sur mon compte Twitter telle information ou telle vidéo. Enfin voilà, il y a un vrai travail de mise en forme qui sera fait. Donc vous allez mettre
Ça va faire un bon concours en espérant en tirer un bon projet. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on fait un concentré de matière grise pour en tirer effectivement le meilleur résultat. Bon, bien évidemment, on récompense quand même ce travail. Et on remercie ceux qui ont travaillé pour la gloire. Toujours à l'écoute de RCF Nièvre, dernière partie du magazine La Nièvre numérique, présenté par Olivier Roland. Donc je reçois M. Pierre Bareil, directeur de Nièvre numérique, et M. Frédéric Durville, directeur du syndicat mixte d'équipement touristique du canal du Nivernais. M. Durville, vous avez parlé du cadre du tourisme du canal du Nivernais. M. Bareil et vous-même, vous avez parlé dans la deuxième partie de l'aspect numérique et tout ce qu'on a fait déjà. Pour rester dans le numérique, et vous avez tout à l'heure parlé de carnet de voyage, vous m'expliquez que dans le développement futur du canal du Nivernais, il y avait des moyens avec le numérique que vous alliez adapter. Vous avez parlé de push, mais parlé de carnet de voyage. On peut en dire un peu plus pour voir comment développer l'offre, la demande plutôt sur le canal du Nivernais. Il y a un phénomène aujourd'hui qui est très présent dans le tourisme, c'est un ami ou une connaissance qui me prescrit, je dirais, qui m'influence sur mon choix futur de destination. Et dans ce cadre-là, l'idée c'est de se dire comment les gens qui sont sur le bassin sont en capacité de recommander la destination écotouristique du canal du Nivernais à d'autres. Et donc là, on est sur deux termes, faire du push, c'est-à-dire que voilà, je pousse de l'information vers d'autres clients potentiels à venir. Donc c'est un réseau d'amis là. Enfin un réseau d'amis où je partage à mon réseau d'amis une expérience unique que j'ai vécue sur le canal du Nivernais et je peux lui envoyer aussi mon carnet de voyage, c'est-à-dire voilà toutes les expériences que j'ai vécues. Dites-moi ce que vous en pensez, mais allez-y, c'est fabuleux. Vous allez proposer le cadre pour créer ce carnet de voyage. C'est une espèce de logiciel adapté au canal du Nivernais pour faire son carnet de voyage canal du Nivernais. Le principe est de faciliter, j'allais dire, il faut gommer en fait toutes les problématiques techniques. Quand on explique par exemple à des adultes comment utiliser certains outils comme ne serait-ce qu'une page Facebook, ça paraît tout de suite un peu compliqué de publier une photo, publier une vidéo. Enfin, vous voyez, tous ces termes-là, et après derrière, et où est-ce que je vais, comment je fais, enfin bref, tout ça est un peu compliqué. Par contre, si on arrive à, j'allais dire, ce que j'appelle gommer la technologie, et de dire, vous publiez dans votre carnet de voyage, donc ça c'est quelque chose, c'est comme un album de photos. Au fur et à mesure que vous faites des photos, vous le classez dans votre carnet de voyage. Exactement, on prépare son classeur de photos avant de partir, et ça on peut le faire avant d'ailleurs de faire sa croisière sur le canal du Nivernais, et ensuite on sait que tout facilement, quand on prend une photo, il suffit de la faire glisser dans l'album, et on sait qu'après, d'un geste, on va pouvoir la publier par exemple, ou de faire une petite vidéo, je sais pas, une séquence un peu cocasse par exemple d'un éclusage. Bon, c'est quelque chose que l'on pourra faire facilement. C'est-à-dire qu'on oublie un petit peu toutes ces problématiques. Ça c'est tout l'intérêt d'avoir une technologie qui efface ces difficultés et qui rend, j'allais dire, très facile l'usage du numérique. L'autre aspect du push, ou en tout cas pousser l'information, c'est vraiment ce terme-là en français. En français. Pousser l'information. Français moderne. C'est vrai que pousser la formation, ça paraît un peu push. C'est-à-dire que le terme anglo-saxon, finalement, est un peu plus direct. Voilà. Toujours est-il qu'il y a un autre volet, c'est de dire, là, on invite en fait l'usager à communiquer en fait sur ses expérimentations, ses expériences, auprès de son cercle d'amis. Voilà. Il y a également un autre relais qui est dans un autre sens, c'est de dire, il y a toute une série de prestataires de services qui sont dans l'environnement du canal et qui, eux, aimeraient bien pouvoir communiquer auprès des plaisanciers pour leur donner l'information. Donc les plaisanciers, en arrivant, donnent leur mail. Ils donnent quoi pour que vous puissiez pousser l'information de tout ce qui se fait autour du canal? Voilà, quand le plaisancier, en fait, arrive à la première étape, à son étape départ, et pour se déclarer sur le canal, il a deux modes de connexion. Soit il fournit son numéro de portable et il reçoit un message par SMS comme quoi il est bien identifié. Donc c'est-à-dire qu'ensuite, tout le long du linéaire, il n'y a pas besoin de retaper son code, bref, on est identifié. Dès qu'on est dans la couverture numérique, Wi-Fi, il n'y a pas de problème, on est connecté. Et donc, numéro du portable ou adresse mail. Donc ça, c'est une question d'usage, on peut choisir l'un ou l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une collectivité ou un commerçant peut faire une offre
avec une petite phrase lapidaire assez simple. Pour la collectivité, ça peut dire « Bienvenue dans notre ville, qui est heureuse de vous accueillir durant votre séjour » et qui vous propose, voilà, je ne sais pas, la piscine municipale, qui propose... une visite guidée patrimoniale. La kermesse. Ou alors, ça peut être un prestataire de service qui dit « Je serais heureux de vous accueillir pour le déjeuner ou pour le dîner. Si vous venez accompagner, l'apéritif vous sera offert. » Voilà. Ça, c'est le genre de message d'accueil que l'on peut proposer et que l'on peut adresser directement lorsque le plaisancier arrive dans sa destination. Alors, là où il y a, j'allais dire, un travail qui est fait quand même et qui est important, puisque c'est quelque chose, une réflexion qui est plus qu'internationale d'ailleurs, qui est la liberté quand même, quelque part, de recevoir ou pas d'informations et qu'elles soient communiquées ou pas, c'est au moins de proposer, j'allais dire, aux usagers, en amont quand ils se déclarent, de dire s'ils souhaitent ou pas recevoir de l'information. En clair, c'est est-ce que vous souhaitez être démarché ou pas ? Et l'autre sujet après, à mon avis, ce sera pour tous ceux qui, justement, communiquent, c'est de dire, il y a peut-être une déontologie à avoir pour, j'allais dire, avoir c'est important. Une information que l'on va diffuser, mais sur une manière peut-être un peu moins agressive que ce qu'on peut régulièrement trouver. On peut imaginer, vous voyez, une charte de bonne conduite avec une forme de communication plus sympathique que certaines communications que l'on peut avoir, où on repousse parce que justement... Oui, c'est important. On est ça. Voilà. Alors tout ça, le but de tout ça, c'est quand même de faire du chiffre d'affaires autour du canal du Nivernais. Que vous disiez tout à l'heure que quelquefois, il y a des plaisanciers, des gens qui ont voyagé une semaine sur le canal et qui repartaient en disant « j'ai pas dépensé tout ce que j'avais prévu de dépenser ». Alors ça, quand même, c'est un peu raide pour nous. Ça s'entend pas dans tous les domaines d'activité actuellement. Oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des moyens de faire de l'offre de produits nivernais autour du canal. On est aussi, on a bien compris, le départ, c'était on ne sait pas ce qui se passe autour. Donc déjà, je pense qu'aujourd'hui, on l'entend encore, mais c'est moins marqué que depuis quelques années, parce qu'on porte à connaissance de l'existant. Donc ça veut dire que les gens déjà sont en capacité de se dire « Ah bah tiens, j'ai quelque chose là, je vais faire 800 mètres en vélo ou 1 kilomètre et je pourrais ramener quelque chose de cette excursion. » Ça m'a surpris, moi, quand j'ai pris mes fonctions au syndicat, on me disait « mais c'est fréquent » et je l'ai entendu, moi on dit « oui, c'est ça, on n'a pas tout dépensé notre argent, tout le budget. » quoi. Donc, l'objectif, dans votre développement futur, il y a du travail là. Il y a du développement futur, voilà, et c'est un élément, je dirais, qui est intéressant en termes de développement économique pour le département de la Nièvre. Oui, il y aura des choses à faire sûrement. Tout à fait. Toujours pour l'utilisation du canal et de ce qui est à côté, le halage, vous évoquiez quelque chose qui m'a un peu surpris tout à l'heure. Vous dites qu'il y aurait une demande pour le roller s'il y avait une belle bande de bitume bien lisse. C'est un autre usage. La véloroute étant aménagée... vélo et roller, c'est pas pareil. Voilà. Il faut aussi être en capacité d'avoir un espace partagé et dans une bonne humeur, quoi. Donc, est-ce que la demande de fanade roller est si grande que ça ? Elle est naissante. Elle est naissante. Oui, parce qu'on s'aperçoit que des gens ont l'habitude de faire du roller en milieu urbain et je pense que demain, on va être en capacité d'offrir une partie sécurisée entre Nevers et Auxerre. Donc je vois bien une population parisienne de se dire je vais faire un séjour de 2-3 jours roller sur un espace sécurisé. Je pars de chez moi, je prends le train, j'arrive à Nevers ou à Auxerre et je fais le canal du Nivernais latéral à la Loire sur la véloroute et après je reprends dans l'autre sens le train pour rentrer chez moi. C'est des choses qui sont possibles. Qui sont possibles, oui. Bon, je crois qu'on a on n'a pas tout dit parce qu'il y a encore beaucoup de choses à créer et à faire autour du canal du Nivernais. Merci beaucoup d'être venu nous faire part de vos connaissances sur ce sujet.